Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser aujourd'hui. J'espère que vous avez pu prendre une pause déjeuner bienvenue et revigorante, rafraîchissante aussi. Pour l'instant, la clim tient. On espère que ça sera le cas jusqu'à ce soir. Je vous rappelle qu'on finira avec un super cocktail. Mais là, on a la mission compliquée de rebooter après le déjeuner. Donc, on espère mobiliser vos énergies pour parler du sujet le plus humain peut-être de la journée, qui est celui des compétences, des skills. Et j'accueille sur scène donc à mes côtés Romain Rouleau, qui est aujourd'hui membre du COMEX de Kingfisher, en charge de l'e-commerce, du digital, du retail média, de l'innovation et des marketplaces, qui est impliqué dans les sujets stratégiques liés à l'IA et la data. Et je vais te laisser peut-être nous raconter plus largement comment ces sujets s'imbriquent avec la thématique du jour et dont l'orga où tu te situes. Alors oui, bonjour. Donc moi, effectivement, je suis au comité exécutif du groupe Kingfisher. Alors Kingfisher, c'est en France Castorama, Brico Dépôt et Screwfix. Donc on fait partie des acteurs référents du bricolage et du DIY. Dans le groupe, la transformation digitale est quelque chose qu'on a enclenché il y a à peu près 7-8 ans, grosso modo, un petit peu avant la pandémie. Et on avait intégré déjà, et on en reparlera, on avait intégré pas mal de sujets autour de l'IA avant que la partie générative arrive. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, on a commencé à structurer une équipe. Et cette équipe a commencé à intégrer un certain nombre de use cases, front et back. Et c'est ce qu'on va discuter tout à l'heure. Avec plaisir, on va revenir là-dessus. Et puis Luc Barneau, qui est Chief AI Data Officer du groupe BPCE, qui pilote la stratégie IA du groupe en lien étroit avec les RH, les métiers, les unités Data Tech. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur BPCE, sur ton organisation ? Oui, alors BPCE, c'est le groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'acronyme. Donc, dans le groupe, la data IA, c'est une filière de plein exercice, entre guillemets. On n'est pas avec l'informatique. Moi, je suis dans un ensemble qui est piloté par Yves Tirode, qui, en plus de la data IA, gère le digital, l'innovation et tous les métiers de paiement du groupe BPCE. Et donc, on a une organisation fédérée. Alors, je pense que c'est à la fois dû à notre ADN de groupe coopératif, mais aussi à la matière même de la data IA. C'est-à-dire que j'ai à la fois une équipe transverse qui réalise un certain nombre de travaux pour le collectif, et puis nous avons des data et des IA managers dans l'ensemble des entreprises du groupe. Donc c'est un collectif d'une 50aine de personnes que j'anime en plus de mon équipe directe. Super, vraiment ravi de vous accueillir tous les deux. Et donc pour parler des skills, on a structuré quelques thèmes en préparation. Le premier, c'est comprendre un petit peu, est-ce que cette transformation IA, elle est différente ou elle est dans la continuité, différente au sens des transformations précédentes. On peut en citer peut-être quelques-unes. On a naturellement eu le digital qui est arrivé au début des années 2010-2015, la data vers 2017-2022, l'IA génératif en 2023. Et là, en 2025, l'agentique. De votre point de vue et de vos organisations, comment vous vivez cette transformation-là ? Est-ce qu'elle s'inscrit dans la continuité, encore une fois, ou est-ce qu'elle est totalement différente ? Peut-être Luc, si tu veux commencer. Oui, alors je vais me reculer, je vais repartir un peu plus loin dans le passé. Je suis le plus vieux probablement des trois, donc je peux me le permettre. Je pense que, en tout cas, ma conviction, c'est que l'IA et l'IA générative, c'est pour moi la troisième grande étape de la transformation digitale. Donc il y a eu Internet il y a 30 ans, il y a eu les smartphones il y a 15 ans, et maintenant on rentre dans une nouvelle étape autour de l'IA. Alors l'IA, c'est finalement encore peut-être plus ancien que les dates auxquelles j'ai fait référence. Ça a plusieurs dizaines d'années, l'IA, mais c'est vrai que l'IA générative a quelque chose en rupture par rapport aux autres formes d'IA. C'est par cette capacité conversationnelle qu'a l'IA générative. L'IA générative concerne tout le monde. On parlera peut-être de vitesse de l'adoption. Alors que les autres formes d'IA, qui étaient évidemment des IA qu'on continue à énormément utiliser et qui restent aujourd'hui notre moteur de création de valeur principale, mais les autres formes d'IA de type machine learning sont des IA qui sont réservées à des spécialistes, des data analystes, des data scientists. Donc avec l'IA générative, les IA rentrent dans le monde digital et pour moi, c'est effectivement cette troisième grande tendance. Mais il ne faut pas oublier que l'IA, ça reste de la statistique et que l'IA générative, ça donne du vraisemblable et pas de la vérité. Alors je pense qu'on travaille pour que le vraisemblable soit plus proche de la vérité, mais il faut garder ça en tête, sinon on peut faire des grosses bêtises. Donc on entend déjà des premiers skills aussi qui se dégagent de ce que tu évoques là, notamment sa dimension mathématique. Toi, Romain, comment tu la vois, toi qui es une autre facette d'un business grand public et puis en plus tes expériences précédentes? Oui, alors j'ai la même séquencement que Luc sur les trois révolutions. J'ai connu effectivement la révolution de l'e-commerce début des années 2000, celle du mobile début des années 2010. La grosse différence avec cette révolution IA et déclinaison, et en particulier sur la partie GenAI, c'est que
quand la technologie arrive sur le marché, contrairement aux deux autres, on n'est pas dans la projection de ce qui va être possible demain. En fait, tout de suite, on voit exactement, dès le premier niveau, ce que la techno va permettre, aussi bien pour le grand public qu'en termes de use case back-office. Et on se dit déjà, comme ça vient de sortir, voilà déjà ce qui est possible. Qu'est-ce que ça va être à la vitesse d'accélération d'investissement qui se passe dans le monde, dans 6 mois, dans 12, dans 18, dans 24 mois. Et en fait, quand on prend le timing avec la sortie d'OpenAI, on va dire il y a 2 ans et demi, en réalité, quand on voit déjà ce que ça faisait, évidemment que ça fait beaucoup mieux, mais on avait déjà des exemples très concrets. Contrairement à la première fois où le smartphone sort, où ceux qui sont dans l'Internet, ceux qui sont dans le digital, disent « demain, on fera tout sur le mobile ». Mais au moment où ça sort, on ne fait pas grand-chose sur le mobile. Voilà. Donc pour moi, c'est la grosse différence et ce qui fait la complexité, aussi bien en termes de compétences qu'en termes de gouvernance, qui est pour moi un sujet particulièrement compliqué sur l'IA. D'accord, donc on a un sujet donc, a priori qui est acquis, qui est une forme d'adoption, voire d'engouement, si on peut le dire autrement, avec plutôt un prisme de particulier. C'est une dualité qu'on retrouve souvent hein, avec l'asymétrie des attentions, hein, où parfois on avait l'impression en tant que particulier, à l'heure de l'époque déjà de la transfo digitale, d'être mieux équipé, d'avoir des outils d'email qui sont mieux que celui dont je bénéficie à titre professionnel. Là, on sent donc un très fort engouement, pas beaucoup de temps et de recul pour les entreprises pour pouvoir s'y mettre. Et donc tout de suite, tu utilises ce mot qui est au-dessus de tous les autres, qui est celui de la gouvernance. Comment vous voyez aujourd'hui l'adaptation et la réalité de cette gouvernance face à ce qui semble un emballement? Et est-ce qu'on a des risques nouveaux et du coup aussi des freins structurels qu'il faudrait faire lever dès à présent, au-delà des sujets des compétences sur lesquels on reviendra? Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme première réaction sur cette mise à l'eau du navire? Alors, en fait, déjà, je vais vous dire un peu comment on le voit chez Kingfisher et puis de ce que je constate. En général, il y a quand même déjà 2 cas de figure. Il y a le cas de figure des grandes entreprises internationales qui ont capacité à avoir des structures internalisées, qui potentiellement peuvent commencer à développer des use cases en interne. Et avec, on parle de lab, on parle de direction de la transfo, on parle de choses qui pensent de structures GenAI, data science, qui vont pouvoir potentiellement faire ce que des spécialistes externes sont capables de faire. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Là, le premier sujet dans la gouvernance, c'est quand on a des structures comme ça en interne, ce qui est le cas de chez Kingfisher, on a une trentaine de personnes dédiées à ce sujet-là. En réalité, on arrive tout de suite à de dire, même 30, de toute façon, vu le nombre de use cases possibles sur le marché, aussi bien en front et en back, c'est pas 30 qu'il faudrait avoir, c'est 300 ou 3000, si tant est parce qu'ils ont tous potentiellement un intérêt sur le papier. La réalité, c'est qu'évidemment, personne, ni nous, ni les autres, ne sont capables d'aller démultiplier les structures comme ça. Donc, de facto, il faut prioriser. Et là, on commence à prioriser avec des gens qui, ou potentiellement, mettent en place des mécaniques assez classiques de CAPEX, de retour sur investissement, ainsi de suite, ou alors de se dire, bon, est-ce que je ne peux pas balancer des sujets court terme, simples, rapides, qui vont délivrer tout de suite du bénéfice. Et c'est souvent plutôt des sujets back. Je prends un exemple très simple. On a toutes nos marketplaces qui sont développés partout avec des gros volumes de références. On a eu quelques problèmes sur la qualité de la donnée, sur surtout la compliance de la donnée. On a développé en interne avec nos équipes une structure qui permet de screener et les photos et les textes pour s'assurer qu'il n'y a pas des phrasés ou des photos non compliant qui se retrouvent sur nos plateformes et qu'on ne peut pas contrôler à la main. Ça, c'est très concret, c'est très pragmatique. Donc ça, c'est un exemple simple. Ça paraît très local au sens, encore une fois, de action-réaction. On a un problème, on le résout. De ton côté, toi, Luc, c'est le même genre d'approche. C'est peut-être plus planifié, parce que vous avez commencé peut-être un poil plus tôt aussi. Alors, c'est vrai que nous, on a construit notre nouveau plan stratégique à cheval sur 23-24, et donc on a eu le bon momentum, parce que c'était après la sortie de ChatGPT, donc ce qui nous a permis complètement d'intégrer cette rupture de l'IA générative, même si elle s'inscrit dans une histoire qui a commencé avant, dans notre nouveau plan stratégique. Et si je reviens sur un peu les grandes transformations à l'Internet et le smartphone, certes, ça s'accélère beaucoup. On partageait là, en préparant cette émission, que dans le groupe, nous, on a une plateforme interne, on avait 40 000 utilisateurs à fin mars, et ça a progressé depuis, on va communiquer les nouveaux chiffres, mais pour un groupe de 100 000 personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 40% des collaborateurs du groupe qui sont déjà des utilisateurs actifs de l'IA Gen au sein de l'entreprise. Donc effectivement, ça s'accélère, et l'IA Gen, potentiellement, ça peut changer
tellement de choses dans l'entreprise qu'il faut choisir et qu'il faut à la fois s'inscrire, je suis d'accord, sur des temps courts pour montrer des victoires et sur la transformation plus moyen terme. C'est pour ça, en fait, on a articulé l'IA dans notre plan stratégique Vision 2030. Donc en plus, on s'est mis un horizon assez lointain autour de 2 enjeux. D'abord, l'IA pour tous, avec le KPI d'adoption auquel je faisais référence en disant qu'on était à 40 000 utilisateurs fin mars. Et donc là, l'idée, c'est d'accompagner l'ensemble des utilisateurs du groupe pour leur appropriation de cette technologie et avec les filières métiers, de s'appuyer sur les filières métiers, risques, RH, finance, etc., pour trouver des cas d'usage simples qu'on met après à disposition de l'ensemble des collaborateurs à travers des bibliothèques, d'assistants, d'agents qu'on leur délivre sur leur poste de travail. Et puis on se dit, à côté de ça, il y a un autre axe, à côté de l'IA pour tous, il y a un axe d'IA transformant, et on ne va pas tout transformer l'entreprise en 2 ans, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et on a choisi 5 sujets en fait d'IA transformant, 3 autour de la relation client, l'IA pour nos métiers de conseiller bancaire, que ce soit pour les banques populaires, les caisses d'épargne ou pour les métiers de grande clientèle avec Natixis, l'IA pour nos clients dans les espaces digitaux, l'IA pour nos centres de relations clients spécialisés, puisqu'au-delà des distributeurs, on a aussi des personnes, les mondes de l'assurance, des paiements, des crédits conso, etc., qui interagissent directement avec le client. Donc voilà, 3 thématiques autour de la relation client et 2 thématiques très importante pour la banque, l'IA au service de la lutte contre la fraude et l'IA au service de l'efficacité de nos usines logicielles ou nos métiers informatiques au sens large. Donc voilà, un peu un double enjeu, un enjeu d'adoption à travers un outil, une plateforme qu'on met à disposition et qu'on anime avec les filières métiers à travers toute la communauté de data IA managers auxquels je fais référence, avec un enjeu d'adoption et un enjeu de création de valeur économique avec la transformation de business prioritaire, mais hyper ciblé parce qu'on ne peut pas mener de front tous les sujets en 2-3 ans de temps. D'accord, donc on sent toute une partie d'animation, aussi de chefferie de projet, de PO, product management et ainsi de suite. On voit aussi, et on s'en était parlé, que ces besoins ils peuvent arriver du terrain, mais finalement beaucoup, surtout des couches d'encadrement déjà, du middle management, voire parfois aussi de suggestions du top management. Si on fait juste une petite pause, on parlait d'un plan stratégique, à quel point aujourd'hui vos dirigeants sont impliqués dans ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ce qui paraît être parfois des projets très hands-on, aller dans le détail, dans le retail on dit que c'est un métier de détail, dans la banque aussi, à quel point aujourd'hui ils ont de la visibilité sur ces use cases et ils s'impliquent, voire sont utilisateurs. Alors c'est très important, on dit, alors je crois que tu as encore des chiffres plus extrêmes que moi, mais on dit que la réussite d'un programme d'IA, c'est 30% de tech et 70% de métier. Je crois que tu es 10-90, mais j'essaie un peu de valoriser le métier de la tech. Mais, donc tout ça pour dire qu'en fait, il faut surtout éviter le piège de l'expert pour l'expert ou de la techno pour la techno. Donc il faut être permanent, être sûr que les investissements qu'on fait, les priorités qu'on pose sont super alignés avec les priorités des métiers. Donc nous on a eu le plan stratégique, mais au-delà du plan stratégique il y a un temps, il y a après toute une gouvernance qu'on a avec les dirigeants. Donc il y a des gouvernances spécifiques data IA avec des dirigeants banque populaire et caisse d'épargne et avec tous les grands patrons de la structure centrale de BPCE Data, directeur des risques, directeur des ressources humaines. Ce qui fait qu'en permanence, on est sûr qu'on travaille sur les sujets qu'ils ont priorisés. Donc ça c'est la vision stratégique et après qu'on déploie de manière opérationnelle. Et puis, ça, c'est très bien pour les grands projets, l'IA transformant, là où on va vraiment investir, parce que l'IA générative, finalement, elle va arriver de manière différente sur le poste de travail de nos collaborateurs, soit à travers des outils simples, peu intégrés avec l'IT et peu cher à développer, et ça va permettre déjà de faire de l'efficacité individuelle, alors certes un peu fragmentée, mais ça crée de la valeur, de l'attractivité. On parle de low-code, no-code. Exactement, à travers des assistants, voilà, des outils qu'on met à la disposition pour aider les collaborateurs, leur faciliter la vie dans leurs tâches quotidiennes, et on sait que le quotidien dans un grand groupe comme le nôtre, entre différentes personnes, c'est pas exactement le même, donc il faut le personnaliser, et puis des projets qu'il faut forcément beaucoup plus intégrer dans l'informatique, donc sur des temps plus longs. Donc il faut effectivement être capable de marier ce temps-là, donc avec à la fois une vision stratégique déclinée opérationnellement et avec toute une animation sur le terrain, c'est presque du floor marketing, je sais pas, pour accompagner les utilisateurs sur le terrain, pour qu'ils s'approprient les outils, créent des ateliers en disant finalement c'est quoi vos petites douleurs du quotidien, comment en fait avec un prompt, avec un agent, on va pouvoir les faire. Donc il faut vraiment prendre la logique métier d'abord, métier utilisateur. Ce que nous apprend le digital, c'est qu'il faut penser humain, il faut passer adoption, il faut penser création de valeur par l'usage. Donc c'est vraiment notre obsession. Et cet usage, c'est pas nous qui sommes côté data IA en capacité de deviner les bons usages pour tous les métiers, et donc il faut s'appuyer sur toutes les entreprises du groupe et les filières, RH, risques, etc., pour trouver comment l'IA générative peut se décliner par rapport à leurs enjeux spécifiques. Tu y viens, j'allais vous poser la question
Donc on a parlé de la direction. Romain, tu pourras rebondir dessus. Tu me parlais de la curiosité importante, naturellement, qui est une des qualités, une vertu en tout cas dans le rôle de dirigeant, mais aussi de la relation avec les RH dont on n'avait pas encore discuté. Si tu peux juste nous éclairer comment ça se passe chez Kingfisher aujourd'hui. Oui, donc il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de la direction générale et des grandes instances de direction, et puis après il y a comment on embarque un certain nombre de métiers qui sont plutôt plus facilement connectés ou en tout cas impactés par la partie IA. Donc nous, on le traite de ces deux façons-là. Sur la première partie, on a une structure qui s'appelle Venture Board, qui est une sorte de comité d'accélération qu'on a utilisé depuis quasiment 4 ans, à chaque fois qu'on démarrait un sujet de rupture forte par rapport à notre métier. On l'a démarré sur la marketplace, ensuite on l'a développé sur la data, et on l'a complété avec le retail média. C'est 3 sujets majeurs qui font partie des CPA stratégiques du groupe Kingfisher. Et donc pour cela, on a une instance mensuelle, présidée par le CEO de la boîte, du groupe, et dans lequel à peu près la moitié des personnes présentes sont ou des personnes du COMEX ou des présentes des comités de direction des enseignes. Donc des instances de direction assez élevées. Et tous les mois, on suit l'avancement de ces sujets et éventuellement, on réajuste un certain nombre de priorités court terme et long terme. Donc ça, c'est plutôt le haut du décisionnaire. Sur le position plus moyenne, ce que j'ai fait, moi, quand j'étais chez Casto il y a quelques mois, un peu moins d'1 an, on a décidé d'acculturer toutes les équipes marketing et digital sur la capacité qu'ils puissent avoir d'utiliser ce que les solutions IA et les solutions de GenAI peuvent faire dans leur métier de tous les jours. Et donc on a mis en place un programme sur 120 personnes, donc un programme assez relativement massif, avec un programme personnalisé en fonction, de leur métier, mais également de leur appétence et de leur crainte par rapport à l'IA. Puisqu'on a souvent 2 ou 3 cas de figure, c'est je suis hyper intéressé, mais ça me fait peur, donc je n'y vais pas du tout parce que je ne comprends pas, ou ça ne m'intéresse pas du tout et donc je ne regarde même pas celle-là, ou alors je suis très intéressé et je vais avoir investigué par moi-même. Et donc comment on fait pour traiter ces 3 populations-là avec un programme d'accompagnement qui permet, une fois que le programme est terminé, que ces gens-là aient utilisation renforcée de ces solutions-là pour plus de productivité, plus de qualité, plus de performance. On retrouve un peu le parallèle qu'évoquait Luc sur 40 000, plus de 100 000, donc on voit un peu ces solutions. Peut-être juste une différence, un point un peu de précision. On a l'impression, et tu compléteras Luc, dans les métiers de la banque des détail, que le conseiller tout à la fin est utilisateur de ces technos. Est-ce que c'est aussi aujourd'hui une des réflexions que tu as sur le point de vente, toi aujourd'hui entre l'hôtesse de caisse ou le conseiller en rayon, comment ces technos sont vécus? Oui, alors l'expérience qu'on a sur le terrain, elle est, on peut la voir sur notre assistant conversationnel Hello Casto, qui a été lancé il y a à peu près 1 an et demi sur Castorama. Et là, on se rend compte que dans le design, dans la construction et dans l'usage au quotidien, les vendeurs en magasin, certains, selon leur niveau de préhension, d'appréhension du sujet, vont l'utiliser quand ils ne sont pas capables de répondre facialement à un client sur, par exemple, un rayon qui n'est pas le leur. Et donc, de facto, ils vont nourrir... On leur a dit de le faire ou c'est quelque chose, c'est un usage qui est né, que tu as pu constater? Spontanément. Au départ, on l'a fait tester en interne, mais par contre, c'était un agent qui n'était dédié que pour les clients. Et en réalité, on s'est rendu compte par de la com interne qu'en fait, il y avait des vendeurs sur le terrain qui se sont rendus compte qu'en fait, ça pouvait leur amener du bénéfice au quotidien, et donc ils sont venus à l'utiliser. Et en plus, en faisant la promotion auprès des consommateurs, en disant, vous voyez, ça répond super qualitativement, puisque moi-même, j'utilise pour vos conseils. C'est là où on retrouve l'effet boule de neige qu'évoquait Luc sur l'ensemble de ces transformations. Finalement, on bénéficie de l'équipement en smartphone de l'ensemble finalement des personnes, au moins à titre particulier, voire à titre professionnel, qui fait que finalement l'adoption de cet outil-là est possible à double titre. C'est hyper intéressant. Peut-être rester, puisqu'on avance dans le temps et c'est passionnant, sur le sujet vraiment cœur qui est celui des compétences. Quelles sont, selon vous, aujourd'hui les compétences, qu'elles soient techniques, métiers, comportementales, les plus critiques à développer dans vos organes, dont vous faites aussi la promotion ou dont vous allez aujourd'hui ouvrir, on va dire, les chakras pour qu'on aille les chercher à chaque fois qu'on rencontre un nouveau candidat? Si vous deviez tous les deux lister les 3-4 compétences clés que vous pensez indispensables. Alors, la première, paradoxalement, je pense que c'est d'abord la curiosité. Parce que
à partir du moment où on est sur une transformation qui va à une vitesse phénoménale et qui disrupte quasiment tous les métiers, si on n'a pas cette curiosité-là, on va obligatoirement passer à côté d'un certain nombre de possibilités. Ça, c'est la première des choses. Et dans ces possibilités-là, c'est aussi les possibilités d'évoluer soi-même. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, évidemment, tous les métiers qui ont capacité à manipuler de manière avancée ces technologies-là vont être des métiers qui vont être de plus en plus centraux au service des autres métiers dans leur quotidien pour leur amener de la facilité, pour leur amener de la productivité. Super. Toi, oui, alors c'est super de faire le point avec la compétence, parce que évidemment l'IA générative et l'IA plus largement a fort impact sur les compétences. Et d'ailleurs nous, dans notre modèle de développement, avant l'IA générative, on travaillait beaucoup dans un modèle très digital avec un business owner, un product owner et un tech lead côté IT. Et on a vraiment rajouté la fonction RH de nos pilotages stratégiques à l'intégration dans nos squads agiles de personnes RH pour gérer justement toute cette partie accompagnement des compétences et changement. Parce que finalement, on va changer les outils, on va changer finalement des façons de travailler. Donc ce sujet-là est hyper important. Donc la curiosité, je suis 100%, mais il faut, à mon avis, combiner la curiosité avec l'esprit critique. On a un peu une facilité qui tendance à dire l'IA générative est la réponse à tout. Alors d'abord, je reviens au fait que l'IA générative, ça donne une vraisemblance et pas une vérité. Donc il y a des cas, c'est plutôt super. D'autres, il faut quand même faire un tout petit peu attention. Et on sait aussi que l'IA générative est quand même plutôt moins frugale que d'autres méthodes informatiques qui sont à la fois plus sûres pour des sujets déterministes et moins consommatrices en termes de ressources. Donc je pense qu'il faut arriver à combiner cette curiosité parce qu'effectivement, l'IA et l'IA générative peut s'insérer dans tous les métiers des entreprises, donc c'est très difficile de faire la sélection, il faut être curieux de voir où sont les poches de valeur, mais garder effectivement cet esprit critique et ne pas chercher à courir dans le sens du vent ou aller que dans le sens du vent et garder cet esprit critique sur ce que peut faire la technologie, là où elle est utile et là où elle est vraiment différenciante avec tout ce qu'on fait tous très bien, je pense, dans nos entreprises depuis 10 ans, 20 ans, et qu'il ne faut absolument pas mettre à la poubelle. Et puis aussi, autre point, est que l'IA générative, c'est pas magique, ça s'appuie sur la connaissance de l'entreprise. Et il ne faut pas non plus tomber dans le piège de dire on n'investit que sur l'IA générative et on oublie tout le travail sur la donnée, tout le travail sur la mise en qualité de nos documents et tout le travail d'exploitation par l'IA normale, classique. Hein, j'aurais pas imaginé dire ces mots il y a quelques années, mais autour de l'IA prédictive. Donc il faut être extrêmement ouvert, très positif, parce que évidemment ça va changer énormément de choses, mais avoir cette curiosité, cet esprit critique et être capable de décider dans un environnement qui bouge super vite. Hein. Dès qu'on fait un choix, on a l'impression que 3 mois après, le choix est obsolète, mais pourtant il faut avancer. Et donc voilà, aussi cette capacité de décider dans un environnement hyper mouvant est aussi un point important. Alors, il y avait une des questions qui était naturellement qu'aujourd'hui, comme on le perçoit, on est beaucoup sur de l'incrémental, de l'accompagnement des humains. Je l'évoquais ce matin, sur de la formation, on voit même l'IA être hyper intéressante pour devenir un coach. Et un certain nombre de personnes utilisent les modules de chat, voire même comme psychologue, comme buddy, et en tout cas demandent conseil. À l'inverse, la question se pose aussi avec l'agentique, et je ne sais pas à quel point dans vos organisations vous avez commencé à effleurer ou à aller plus profondément sur le sujet, se pose la question de potentiellement prendre la main sur des process tout entiers, et donc du coup là, un impact peut-être un peu plus réel sur les volumes, ou en tout cas sur les compétences encore d'emploi. Comment vous le percevez? Est-ce que vous pensez que ça sera le fameux destruction créative, ou à l'inverse, il y a des vrais métiers menacés et la question va se poser? Quel est votre premier sentiment compte tenu des expérimentations que vous avez pu mener? Je ne vous demande pas forcément de tirer le trait pour les autres. Ouais, alors la boule de cristal, je ne l'ai pas, donc je vais probablement être déçu par ma réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, les premiers usages qu'on a de l'IA générative depuis les 2 ans, ça reste quand même assez jeune comme technologie. C'est l'IA générative au service de la recherche de l'information, et c'est l'IA générative qui nous assiste sur une tâche particulière. Je fais un compte rendu, je prépare un entretien, ça me suggère. Il y a toujours un humain dans la boucle, et c'est toujours l'humain qui décide. Voilà, et donc ça fait gagner du temps à l'humain, ça permet d'avoir une meilleure qualité des outputs produits. Donc tout ça est extrêmement, ça participe à la dynamique commerciale, à l'efficacité de nos opérations, et c'est quand même ça aujourd'hui la réalité des déploiements industriels
en tout cas chez nous, et en discutant dès que les marketeurs sortent de la pièce avec l'écosystème pour parler large. Mais effectivement, il y a effectivement devant nous cet enjeu de l'IA agentique qui ne sera pas simplement bon pour faire une petite tâche précise, mais finalement orchestrer un processus complexe et avoir une capacité de raisonnement beaucoup plus forte. Alors aujourd'hui, on est en train de tester, entre mythe et réalité, on va voir exactement où la pièce tombe. Il faut voir aussi est-ce que tous nos processus sont résilients à des taux d'erreur pour lesquels l'IA générative est structurellement dépendante. Donc on est encore un petit peu trop tôt pour se projeter. Moi, ma vision, c'est que, en tout cas après c'est peut-être un peu le prisme d'un groupe coopératif comme Banque Populaire et Caisse d'Épargne, mais je pense qu'on réussira que si on garde une jambe technologique et une jambe humaine. Je ne crois pas à une démarche claudicante où là-bas la jambe technologique prendra toute l'importance par rapport à l'humain. Il faut de toute façon qu'il y ait une adoption, qu'il y ait une appropriation par le corps d'une entreprise. Et donc pour moi, cet aspect-là restera important. Donc voilà, c'est vrai aujourd'hui et je pense que ça sera vrai demain. Quel que soit finalement là où l'agentique peut nous amener à court et moyen terme, parce que je pense que on peut se revoir dans 2 ans, il y aura d'autres mots à la mode que l'IA agentique et des progressions de la technologie, mais je pense que de toute façon il faut rester droit sur ces fondamentaux, et nous c'est l'humain et la technologie ensemble. Super. Toi, de ton côté, Romain, comment tu je ne suis pas très éloigné. Je pense qu'au fond, quand même, il y a un sujet qui est pas nouveau, qui est... je ne vais pas faire de philosophie ni d'histoire de l'innovation, mais il y a quand même un sujet qui est intrinsèque à toutes les vagues d'innovation depuis des centaines d'années. C'est que l'innovation, d'abord, elle détruit avant de recréer. Et il est évident qu'à partir du moment où on innove et qu'on automatise un certain nombre de process, et c'est évident qu'il y a un certain nombre de process qui vont être automatisés, ça veut dire qu'il y a certaines tâches qui ne vont plus être faites par des humains, mais par des agents. La question est de savoir quel type d'autres métiers, quel type d'autres compétences vont être créées grâce à ces nouvelles possibilités-là. Et là, je suis beaucoup plus optimiste sur le sujet. Donc, croire qu'il n'y a pas de remplacement, il y en aura sûrement, il y en a déjà. La question est plutôt, on remplace à un endroit et on recrée à un autre. Et évidemment, c'est ceux qui sont capables de recréer à un autre endroit qui sont capables de dominer l'innovation et dominer la disruption, ce qui est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier, l'IA, ça va remplacer des tâches. Alors après, il faut regarder le poste et l'humain et quelles tâches il réalise. Mais au départ, ça remplace des tâches, ça ne remplace pas des humains. Donc voilà, il faut aussi avoir cette approche, je pense, de compétences et cette approche très RH, d'où l'importance, à notre sens, d'avoir vraiment les RH, sans parler du dialogue social, qui est aussi un sujet évidemment extrêmement important pour l'acceptation, une fois de plus, de ces innovations en entreprise. Il y a peut-être un dernier axe de lecture que j'aimerais avoir sur la partie skills, compétences, qui est celui des juniors. On entend aussi beaucoup parler du problème, ou en tout cas de l'opportunité que peuvent être des jeunes diplômés, opportunité parce qu'ils vont naître avec ces technos, l'utilisent déjà pour passer leurs examens et naturellement l'enseignement doit pas mal se réinventer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vos entreprises sont prêtes à accueillir toujours et encore dans de bonnes conditions de jeunes diplômés qui sauront tirer profit de ces technos, mais qui peut-être auront, c'est tout le sujet de la calculatrice, est-ce que les gens ont arrêté d'apprendre à calculer le jour où il y a eu la calculatrice? La réponse est non, et je pense que vous ne sortez pas tous votre téléphone quand il faut faire une addition simple. Mais là, la question se pose peut-être avec d'autres proportions, en tout cas d'autres conséquences. En tout cas, elle anime le débat public. Je pense que il n'y a pas de compromis à faire. Le premier, c'est de toute façon, les jeunes, ils attendent que l'entreprise qu'ils rejoignent propose ce type d'outils. Alors, je crois qu'il y a 95% des étudiants en master ou en grande école qui utilisent l'IA générative. Nous, notre ambition, c'est pas d'essayer de viser que les 5% qui n'ont pas vu que ça existait, mais plutôt d'essayer d'attirer les 95%. Donc oui, de toute façon, il n'y a pas de sujet. Après, est-ce que effectivement les métiers de junior vont être automatisés? Je pense que c'est une approche un peu Excel du sujet. C'est pas, je pense, l'approche qu'il faut avoir. Et je pense qu'au contraire, il faut continuer à investir. Je pense que les juniors seront finalement plus efficaces, plus opérationnels rapidement, puisqu'ils vont maîtriser la technologie. Et si l'entreprise fait l'effort de leur donner les bons outils s'appuyant sur ces technologies par rapport à leurs enjeux professionnels. Donc c'est un devoir de l'entreprise de continuer à accueillir ces jeunes et de leur permettre d'exprimer tous leurs talents et notamment leur capacité à utiliser ces technologies à travers des outils, des processus adaptés. Voilà, et donc je considérais effectivement que les entreprises ne joueraient pas leur rôle RSE si elles arrêtaient de prendre des alternants, si elles arrêtaient de prendre des stagiaires. Au contraire, je pense qu'il faut évidemment continuer à faire ça, mais leur donner l'environnement qui les motive à nous rejoindre. Je pense que la guerre des talents, ne passons pas d'un extrême à l'autre. On disait qu'il y avait une guerre des talents, on n'arrivait pas à attirer les jeunes. Maintenant, les jeunes, on n'en a plus besoin dans les entreprises. Voilà, je pense qu'il faut être toujours un peu plus mesuré dans ces aspects-là et avoir une approche pragmatique et humaine autour de ça.
Super. Romain, un mot pour... Non, moi je pense que le sujet qui est à mon avis compliqué à traiter dans les 2 ans qui viennent, c'est d'abord comment on construit et comment on recrée un esprit critique chez les étudiants par rapport à ces solutions qui sont tellement faciles et qui ont l'impression de tellement donner de la vérité. Ça, je suis pas sûr qu'on... Est-ce que si on peut faire la parallèle, c'est leur apprendre à poser les additions, à les refaire à la main et ne pas forcément tout de suite recourir. Exactement. Voilà. Ça, c'est un premier élément. Et d'autres façons, pour avoir effectivement des enfants qui sont ou en fin de bac ou en début d'études, on voit que je vois pas beaucoup de modifications dans les cursus. Oui, on peut rajouter des cours dans lesquels on va faire en quoi la data et ainsi de suite. Un petit cours sur les prompts, par exemple. Voilà, mais je pense pas que pour l'instant, les grandes structures d'études supérieures ont déjà commencé à intégrer cet élément-là. Et il me semble que dans les 2-3 années à venir, ils devront le faire. Alors sur l'esprit critique, j'avais une personne de mon équipe qui avait un de ses enfants qui passait le bac. Et un bon sujet, donc la vérité est-elle toujours convaincante à l'ère de l'IA? Voilà, vous avez 4 heures, on ramasse les copies. Hein. Très bien. Je pense qu'à 18h30, on y est encore. Je tenais à vous remercier et je vous remercie tous aussi d'avoir été aussi attentifs.